Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver encore une fois pour le tout nouveau numéro de votre émission Le Point. Le Point, vous le savez, mesdames et messieurs, est cette tribune consacrée aux journalistes, aux analystes politiques pour décrypter aussi bien l'actualité nationale qu'internationale. Mais ce soir, il sera question de décrypter la Cour pénale, une institution, la Cour pénale internationale, à travers un ouvrage écrit par un compatriote togolais. Il s'agit de M. Issaka Dagnossi. Il a écrit le livre intitulé La Cour pénale internationale à l'épreuve de la répression en Afrique, des préjugés aux réalités. C'est ce thème qui va retenir notre attention tout au cours de cette émission. Bonsoir Issaka Dagnossi. Bonsoir Daniel. Voilà, bonsoir chers téléspectateurs et téléspectatrices. Voilà, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Un plaisir partagé. Voilà, et comme je le disais en introduction, vous êtes l'auteur de ce livre, La Cour pénale internationale à l'épreuve de la répression en Afrique, des préjugés à la réalité. Voilà, un ouvrage qui paraît un peu plus ou moins clair pour celui qui prend la couverture. Absolument. Voilà. Nous allons parler de vos écrits. Premièrement, pourquoi avez-vous choisi de vous appesantir sur ce thème de la Cour pénale internationale? J'ai choisi d'écrire sur cette problématique parce que j'ai constaté que, comme tout le monde, comme la plupart des Africains, cette Cour concentre l'ensemble de ses activités, la quasi-totalité de ses activités sur le continent africain, alors qu'il y a des choses qui se passent ailleurs que cette Cour pourrait regarder aussi, qui pourrait attirer l'attention de cette Cour-là. Voilà. Et donc, c'est partant de ce constat que j'ai commencé par écrire ce livre. Et au fur et à mesure que je fouillais, j'ai fini par constater que c'était des préjugés et que c'était des apparences et que derrière ces apparences se cachaient d'autres réalités sur lesquelles nous reviendrons. Voilà, effectivement. On parle des préjugés également, des préjugés faits par les Africains, forcément, parce que depuis la ratification du protocole de Rome, je crois, du traité de Rome, pardon, effectivement, on a plus vu les Africains comparaître devant ces cours, à part quelques Européens. Alors, ce sont des préjugés. Pourquoi parlez-vous des préjugés? Ce sont des préjugés parce que c'est ce qu'on sait. Les gens parlent de ce qu'ils savent. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que la Cour pénale internationale procède à des examens préliminaires dans des pays autres que d'Afrique. Voilà. Il y a le Honduras, la Colombie, l'Afghanistan et la Palestine récemment, qui ne sont pas des pays africains, qui sont des pays d'autres continents, qui sont sous l'examen préliminaire de la Cour pénale internationale, même si, pour l'instant, aucune décision de mandat d'arrêt international n'a été prise. Voilà. Quand vous avez cité le Honduras, la Palestine, ce ne sont pas aussi des grands points, des pays aussi importants comme peut-être les États-Unis et la France. On parle même des États-Unis qui a commis des massacres, par exemple, en Irak, mais ne comparaît pas devant cette Cour. C'est dû à quoi? C'est dû au fait qu'elle n'a pas ratifié ce traité? Oui, il y a le fait que les États-Unis n'ont pas reconnu, n'ont pas ratifié, n'ont pas adhéré au traité portant création de la Cour pénale internationale. En droit international, les conventions lient en principe les États qui les ont ratifiées, qui les ont signées, ratifiées. Les États-Unis n'ayant pas ratifié le traité de la Cour pénale internationale, ils ne sont pas liés, ils ne sont pas juridiquement liés par cette Cour-là. Voilà. Alors, la CPI, elle est plus présente sur le continent africain. C'est parce que les Africains ont plus ouvert le champ à cette Cour. Et c'est quoi? Pourquoi? Comment ça s'explique? Bon, il y a beaucoup de raisons qui expliquent le fait qu'on a l'impression, ou qu'on constate que la Cour pénale internationale travaille beaucoup plus en Afrique. La première raison, c'est que les Africains, majoritairement, ont reconnu la légitimité à cette Cour. Ils ont reconnu sa juridiction, soit par voie de ratification, soit par voie de déclaration. Et certaines situations, telles que la situation en Libye et au Darfour, ont été déférées à la Cour pénale internationale par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Les États d'Afrique sont tous membres de l'ONU. Et à partir de cet instant, le Conseil de sécurité, qui est un organe principal, un des organes principaux des Nations Unies, a été autorisé par le traité de Rome de la Cour pénale internationale pour pouvoir déférer des situations devant cette juridiction. Et puis, c'est légal.
Donc c'est juridiquement fondé. Le fait que la Cour pénale internationale concentre la majeure partie de ses activités sur le continent africain. Pour récapituler, le fait d'avoir ratifié massivement le traité portant création de cette Cour donne la légitimité et la légalité nécessaire à la Cour pénale internationale pour intervenir sur le continent africain. Voilà. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que le Conseil de sécurité aussi appuie en toute légalité déférer 2 situations en Afrique à cette Cour-là. Et la troisième raison, c'est que nous avons des situations de conflit armé en Afrique qui rendent vulnérables les violations massives des droits de l'homme, des possibles crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a de cela quelques jours seulement, un Touareg du Mali a été déféré à la Cour pénale internationale à La Haye pour avoir détruit des mausolées, des sites culturels au Nord Mali. Voilà. Et cette Cour pénale internationale, hein, on a l'impression, c'est bon, les Africains ont conféré à cette Cour beaucoup de pouvoir, mais on a l'impression qu'elle ne fait pas son travail comme il se doit, parce que nous prenons par exemple le cas de la Côte d'Ivoire. On discutait tantôt, Gbagbo, comme vous l'avez dit, entre-temps, avait saisi cette Cour bien avant sa destitution, voilà, effectivement, mais elle n'a pas réagi. Mais une fois qu'elle s'est présentée en Côte d'Ivoire, c'était juste pour enquêter sur la période post-électorale. Est-ce que c'est normal, cela, d'après vous? Bon, déjà, M. Laurent Gbagbo, en tant que président de la République de Côte d'Ivoire, avait invité la Cour pénale internationale à venir enquêter sur le territoire ivoirien suite au coup d'État manqué de septembre 2002. Voilà. Cette Cour, je ne sais pas pour quelle raison, probablement, je ne vais pas justifier les raisons pour lesquelles cette Cour n'est pas intervenue en Côte d'Ivoire depuis 2002, du moins au moment où le président Laurent Gbagbo en avait fait la demande. Mais on a constaté, vous et moi avons constaté que c'est quand le président Ouattara est arrivé et a fait la même demande que la Cour pénale internationale a commencé par venir en Côte d'Ivoire. Que le procureur de la Cour pénale internationale, l'ancien procureur, est venu en Côte d'Ivoire à plusieurs reprises. Maurice Ocampo, et a commencé par mener des enquêtes. Mais depuis que cette Cour a commencé par travailler en Côte d'Ivoire, on a l'impression que c'est la justice de 2 poids 2 mesures qui se rend, dans la mesure où quelqu'un est venu au pouvoir suite à des violences, même s'il y a eu des élections, et la justice qui a vocation à être impartiale, à être neutre, est venue pour enquêter, mais n'a poursuivi que les gens d'un seul camp. Voilà. Et cela a été dénoncé par beaucoup d'Ivoiriens, par la société civile, les défenseurs des droits de l'homme, les chercheurs. Et les Nations Unies avaient fait des rapports à l'époque qui disaient clairement que les 2 camps ont commis des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, et avaient recommandé que des poursuites soient engagées de façon impartiale et neutre. Mais il se fait que jusqu'à maintenant, c'est M. Laurent Gbagbo et un de ses anciens ministres qui sont détenus, qui sont en détention préventive à La Haye, et sa femme aussi est réclamée par cette Cour, alors que le camp des vainqueurs, le camp qui se trouve au pouvoir aujourd'hui, n'a pas encore reçu une invitation à la Cour pénale internationale, en tant que ne serait-ce qu'une invitation à comparaître, tout simplement. Voilà. Encore moins de... Mais il n'y a pas eu de mandat d'arrêt contre les gens de l'autre camp. Et cela est décrié, cela met mal à l'aise. Et cela fait que la Cour pénale internationale a perdu beaucoup de sa crédibilité dans la situation. Voilà. Mais comment l'expliquer, vu que vous avez travaillé un peu même sur ce fonctionnement, sur le champ d'action de cette Cour, comment expliquer ce genre de situation? Il y a le cas Jean-Pierre Bemba également aussi qui se fait sentir qui est au niveau de la Haye. Comment expliquer tout cela? Bon, je pense que d'abord, le fait que la CPI soit en train de poursuivre les membres ou les auteurs d'un seul camp, même s'il met mal à l'aise, peut aussi s'expliquer par la politique de poursuite du bureau du procureur de la Cour pénale internationale. Je pense que cette politique est basée sur l'approche séquentielle. C'est une stratégie qui permet au bureau du procureur d'engager des poursuites contre les auteurs d'un camp, puisque les moyens que la CPI a sont limités. Voilà. Et donc, on consacre ces moyens-là, à la poursuite des auteurs d'un camp. Et après,
on trouve d'autres moyens pour poursuivre les auteurs de l'autre camp. Mais la difficulté, c'est que le temps passe. Le temps passe. Et on risque de ne plus trouver de moyens. Mais que se passera-t-il si, après avoir poursuivi les auteurs d'un seul camp, et on n'a plus de moyens pour poursuivre les auteurs de l'autre camp? Que se passerait-il? Et donc, il s'est posé la question de l'opportunité, d'ailleurs, de cette stratégie de poursuite-là. Au jour d'aujourd'hui, je pense que le procureur devra revoir cette stratégie et faire en sorte que l'ensemble des victimes, sans considération de leur filiation politique, soient prises en compte et que leurs auteurs puissent être poursuivis, que ce soit au plan national ou international. Mais le drame en Côte d'Ivoire, c'est que la justice nationale aussi s'est concentrée pendant longtemps sur les auteurs d'un seul camp. Voilà. Et quand nous prenons par exemple aussi la Libye, la Libye a refusé de juger et d'envoyer le fils de Kadhafi, par exemple, à la Cour pénale internationale. Elle ne reconnaît pas cette cour. D'après vous, comment on peut expliquer cette situation? Alors, la situation en Libye est comme une patate chaude. Parce que, d'abord, la Libye, le président Kadhafi, la Libye n'avait pas adhéré au statut de la Cour pénale internationale. C'est le Conseil de sécurité, sur la base du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, estimant que la situation en Libye constituait une menace contre la paix et la sécurité internationale, qui a déféré la situation en Libye devant la Cour pénale internationale. Voilà. À partir de cet instant, il se pose généralement un problème de coopération entre l'État et la Cour pénale internationale. Parce qu'il n'est pas évident que ce soit avec l'assentiment de l'État que le Conseil de sécurité défère une situation qui prévaut dans son pays à la Cour pénale internationale. Donc déjà, sur le principe, il se posera le problème de coopération. Il se fait que la Libye s'est disloquée depuis l'assassinat du président Kadhafi par les forces que vous connaissez. Voilà. Et la Libye s'est disloquée et il n'y a plus d'autorité en tant que telle aujourd'hui. Le pays s'est divisé et l'État libyen n'est même pas en mesure de contrôler là où est détenu le fils du président Kadhafi aujourd'hui, Saif al-Islam. C'est l'anarchie. Donc c'est aux mains des tribus, des milices, des internes. Donc on se retrouve dans une situation d'anarchie totale où il n'y a même pas d'interlocuteur avec qui discuter pour voir dans quelle mesure on peut remettre le suspect à la Cour pénale internationale. Le fait que les autorités libyennes proclament qu'elles ne veulent pas déférer Saif al-Islam à la CPI et qu'elles auraient les moyens de le juger, pour moi, c'est une fausse histoire, puisqu'elles ne sont même pas en mesure de contrôler là où est détenue cette personne-là depuis la chute du régime Kadhafi. Voilà, on va revenir un tout petit peu même sur votre ouvrage intitulé La Cour pénale internationale, à la preuve de la répression en Afrique, des préjugés à la réalité. Le premier chapitre de votre livre est consacré à cette légitimité, d'après vous, qu'il faut donner à la Cour pénale internationale face à la multiplication des conflits. Est-ce ça? Pourquoi? Si oui, pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement dans cette partie? Bon, je pense que l'action de la CPI, en fait, je veux dire simplement que l'action de la CPI en Afrique est légitime. Elle est légitime et conforme au droit international. Conforme au droit international dans la mesure où les États africains ont ratifié massivement son statut, c'est-à-dire que ces États ont reconnu sa légitimité, sa légalité, ont reconnu sa juridiction et ont promis, en ratifiant son traité, ont promis de coopérer avec sa juridiction. Donc, à partir de ce moment, on ne peut plus dire que l'action de la CPI en Afrique souffre d'une quelconque illégalité. Et de deux, nous avons malheureusement beaucoup de conflits armés en Afrique. Depuis les indépendances jusqu'à ce jour, il y a des conflits qui ont du mal à prendre fin et il y a d'autres qui naissent au jour le jour. Vous savez de quoi je parle, avec le Burundi actuellement, la Centrafrique, le Nord Mali, peut-être bientôt le Congo-Brazzaville, on ne le souhaite pas, la RDC, la Libye, tous ces pays-là, tous ces foyers de tension en Afrique sont des situations propices à la commission de graves violations des droits de l'homme qui pourrait relever de la compétence de la Cour pénale internationale. À partir de ce moment, cette Cour peut en toute légitimité venir regarder de près ce qui se passe, voir
les décisions qu'il faut prendre dans le cadre de la lutte contre l'impunité, dans le cadre de sa mission de répression des crimes internationaux pour lesquels elle a été créée. Voilà. Est-ce qu'il n'y avait peut-être pas un moyen de créer une cour peut-être propre aux Africains pour juger c'est-à-dire ces personnes qui commettent des actes ignobles sur le continent africain, que de les envoyer peut-être au sein de cette institution mondiale? Bon, il y a beaucoup de débats sur cette question. Au niveau de l'Union africaine même, il y a un projet de création d'une cour pénale africaine. Je ne voudrais pas me prononcer sur son opportunité, mais ce que je sais, c'est que la Cour pénale internationale elle-même encourage les États à poursuivre les auteurs des crimes pour lesquels elle a été créée. Voilà. Et elle demande aux États, son statut dit qu'elle a une compétence complémentaire. Voilà. Ce qui veut dire que ce n'est qu'en cas d'incapacité ou de manque de volonté de la part des États eux-mêmes à pouvoir juger les auteurs des crimes que la Cour pénale internationale peut être appelée au secours. Voilà. À partir de ce moment, il n'y a pas de problème à ce qu'il y ait des efforts au niveau domestique, au niveau national, pour juger les auteurs des crimes. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a moins d'intervention de cette Cour dans certains pays d'une région donnée, bien d'une région autre que l'Afrique, parce que dans ces pays, il n'y a pas d'impunité. La justice travaille d'une manière ou d'une autre pour réprimer les auteurs des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. Et en tout cas, les auteurs sont inquiétés. Voilà. Mais dans les pays d'Afrique, certains dirigeants même accèdent au pouvoir dans des conditions que vous connaissez. Et quand ils sont au pouvoir, mais la justice est mise en veilleuse. C'est commun, c'est courant en Afrique. À partir de ce moment, vous comprendrez que si vous ne faites rien, les gens viendront faire le boulot à votre place. Voilà. Surtout que vous avez souscrit déjà à cette obligation, cette possibilité. Voilà. Et la Cour pénale internationale, elle a été mise en place, c'est-à-dire pour peut-être juger ces criminels de guerre. Est-ce que vous êtes d'avis avec ceux qui pensent que George Bush devait être comparé également devant cette Cour? Il est souhaitable. Il est souhaitable. Pour les actes commis en Irak, je veux dire. Oui, c'est souhaitable que la justice soit rendue pour tout le monde, pour toutes les victimes des crimes graves, parce que les victimes n'ont pas de nationalité, elles sont simplement victimes et ne demandent que justice. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, il se pose des questions juridiques. Est-il possible que la CPI cherche à juger le président d'un pays qui n'a pas ratifié son statut? En principe, non. Serait-il possible au Conseil de sécurité de déférer les situations qui sont produites en Irak ou en Afghanistan, comme vous le dites, à la CPI? Je doute fort, puisque les États-Unis sont membres de ce Conseil, et beaucoup d'autres membres de ce Conseil, d'ailleurs, n'ont pas ratifié, n'ont pas adhéré au traité de Rome de la Cour pénale internationale, ce qui fragilise davantage cette juridiction. Les États-Unis en sont membres et disposent du droit de veto. Et ce droit de veto serait très probablement utilisé contre une éventuelle résolution du Conseil de sécurité ou une tentative du Conseil de sécurité de pouvoir déférer une situation dans laquelle les forces américaines se seraient impliquées devant la Cour pénale internationale. Donc, la probabilité est très faible qu'un président américain soit déféré à la Cour pénale internationale aujourd'hui. Sauf si la politique américaine venait à changer. Voilà, on a tellement de présidents africains à la Cour pénale internationale. Nous avons Laurent Gbagbo, nous avons Charles Taylor, nous avons, ça dit beaucoup d'hommes politiques africains. C'est peut-être du positionnement même que nous avons accordé à cette Cour internationale en Afrique. Comment je voulais dire? Nous l'avons accueilli favorablement. Favorablement, effectivement. Et c'est pour cela qu'elle continue à sévir comme ça. Oui, nous l'avons accueilli favorablement, puisque nous-mêmes nous sommes incapables de juger les criminels notoires qui nous torturent, qui détruisent des populations entières, qui commettent des massacres. Et nous avons promis, nous avons reconnu la légitimité d'une justice internationale qui pourrait nous aider en ce sens. À partir de ce moment, on ne peut pas appeler au secours et se mettre à crier quand la personne qui vient offrir le secours est là et a commencé son boulot. C'est un peu ça. On ne peut pas se plaindre pour ça, c'est normal.
c'est normal, sauf qu'on demande aujourd'hui à la Cour pénale internationale d'essayer de regarder aussi un peu ce qui se passe ailleurs pour démocratiser un peu son action et réduire les critiques à son encontre. Voilà. Quel regard portez-vous sur la situation entre cette Cour pénale et le Soudan aujourd'hui? On sait qu'elle a émis un mandat d'arrêt international contre Béchir. Elle était en Afrique du Sud il y a quelques mois de cela, mais on n'a pas pu l'extrader. Comment expliquez-vous ce bras de fer entre ce pays et cette Cour? C'est un conflit entre le droit et la politique. Les États africains ont des intérêts à préserver. L'Union africaine a des intérêts à préserver, à une dignité, je me permets de l'appeler ainsi, à défendre. Et les États africains sont membres de l'Union africaine. L'Union africaine n'est pas membre de la Cour pénale internationale, ce sont les États qui sont membres de la Cour pénale internationale, qui sont partis au traité de Rome de la Cour pénale internationale, mais il se fait que les États africains se sont retrouvés aussi au sein de l'Union africaine. Ils étaient au sein de l'Union africaine avant de devenir membres de la Cour pénale internationale. Voilà. À partir de ce moment, l'Union africaine estime que par panafricanisme, par fierté africaine, on ne doit plus poursuivre les présidents en exercice en raison de leur immunité au plan national. Moi, je pense que c'est un faux débat parce que le statut de la Cour pénale internationale, dès sa rédaction, avant même sa ratification, dit clairement que les immunités au plan national sont inopérantes vis-à-vis de la Cour pénale internationale et que nul ne peut se prévaloir de sa position politique au sein de son État ou à la tête de son État pour s'échapper à la Cour pénale internationale. Alors, à partir de ce moment, quand on le sait, et on rentre dedans, on ratifie, ça veut dire qu'on accepte ces conditions. On ne peut pas raisonnablement se lever le lendemain pour dire non, il faut respecter notre immunité, il faut respecter ceci ou cela. Ce que la Cour pénale internationale fait en Afrique n'a rien d'illégal. C'est ça. Et c'est ça les réalités qui se cachent derrière les critiques que nous tous nous formulions contre cette Cour pénale internationale-là. Donc j'ai voulu apporter ma contribution au débat en essayant de ressortir toutes ces zones d'ombre-là dans mon document. Donc ça veut dire de manière générale qu'il n'y a pas de raté dans les actions de la Cour? Non, il n'y a pas de raté. Il n'y a pas de raté, pas au plan juridique. Peut-être, on peut être mal à l'aise en constatant que toutes les personnes en détention préventive aujourd'hui là-bas, ou toutes les personnes contre lesquelles des poursuites sont engagées par la Cour pénale internationale, sont des ressortissants africains. Alors qu'il y a des crimes pareils, des crimes similaires qui se commettent dans d'autres régions du monde. Et qu'on a l'impression que cette Cour a du mal à accorder la même attention à ces situations-là, extra-africaines. Voilà, donc, mais juridiquement, c'est fondé. Comme je l'ai dit hier, ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas, peut-être pour le moment, à mettre la main sur tous les criminels du monde entier qu'on a tort en essayant d'arrêter quelques-uns, on peut. Voilà. Donc ça veut dire de manière générale que c'est peut-être une erreur même de ces présidents en adhérant à ce traité, ouais. C'est-à-dire parce que là il y a une question d'immunité qui se pose souvent à certains endroits. On évoquait tantôt le cas de Béchir au Soudan. C'est-à-dire ils se mettent en cause. Alors c'est contradictoire le fait de crier le fait que la CPI veut attraper quelqu'un président en exercice. Oui, bon, peut-être c'est pas. Je ne dirais pas que c'est une erreur, puisque moi je suis contre l'impunité. Je ne dirais pas que c'est une erreur. Au contraire, c'est bien. Puisque la Cour pénale internationale ne se substitue pas aux juridictions étatiques. Elle encourage d'ailleurs ces juridictions à faire leur boulot, à mener des enquêtes, à engager des poursuites et à juger de façon équitable les auteurs des crimes pour lesquels la Cour pénale internationale est compétente. Est-ce que c'est le cas au Soudan, vu que le pays est dirigé même par Omar el-Béchir, la justice est entre ses mains? La situation au Soudan est un peu compliquée parce que le Soudan n'a jamais reconnu le traité de Rome portant création de la Cour pénale internationale. Le Soudan n'est pas un État parti au statut de Rome. Ça, c'est le premier point. Donc, le deuxième point, c'est le Conseil de sécurité agissant sur la base du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, qui a déféré la situation au Darfour devant la Cour pénale internationale. Contre le gré du régime soudanais. À partir de cet instant-là, il se posait dès le début un problème de coopération. Un problème de coopération entre le Soudan et la CPI, parce que ce sont les États
qui permettent à la Cour pénale internationale de rester debout et de faire son travail. La Cour pénale internationale n'a pas de gendarmerie, elle n'a pas de police pour arrêter les criminels contre lesquels elle émet des mandats d'arrêt. Donc elle a besoin plus que jamais du soutien des États, du soutien logistique des États, du soutien politique, du soutien judiciaire même des États pour pouvoir faire tourner sa machine. Du moment où un mandat d'arrêt est mis contre un président en exercice et que ce président se maintient au pouvoir, peut-être par les urnes ou encore par la force, aussi longtemps qu'il sera au pouvoir, il sera extrêmement difficile de pouvoir lui mettre la main dessus. Ça ne veut pas dire qu'on a tort de mettre un mandat d'arrêt contre lui, parce que le statut de cette Cour fait sauter les immunités qu'on reconnaît à certaines personnalités dépositaires de certaines fonctions publiques au plan national. Voilà. On a aussi l'impression même que la Cour ferme les yeux sur certains aspects de massacre. Quand nous prenons par exemple la Guinée avec ce que le colonel Dadis Camara a causé, on avait attendu entre-temps qu'il devait avoir une ouverture d'enquête, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus eu d'écho. Non, j'ai travaillé sur le dossier guinéen quand j'étais à Human Rights Watch, il y a quelques années à New York. La Cour pénale internationale n'a pas fermé les yeux sur la situation en Guinée. Au contraire, c'est une situation qui est toujours sous analyse préliminaire. Parce que, conformément au principe de la complémentarité, la CPI encourage les autorités guinéennes à engager des enquêtes et des poursuites contre les auteurs des crimes qui ont été perpétrés le 28 septembre 2008 ou 2009, quand le président Dadis Camara était au pouvoir, sur le stade de Conakry. Et donc, il y a beaucoup d'efforts au niveau national qui ont été déjà faits. Il y a eu beaucoup d'inculpations. Il y avait eu une commission internationale d'enquête d'abord, qui a été dirigée par l'ancien président de la commission d'enquête internationale sur les violences de 2005 au Togo, M. Doudou Diène. En Guinée, il était celui qui avait conduit cette enquête-là et avait fait des conclusions et des recommandations. L'une des recommandations, c'était que les autorités nationales puissent poursuivre les auteurs impliqués, qu'ils soient de l'armée ou des acteurs politiques, les auteurs impliqués dans la commission du massacre du 28 septembre au stade de Conakry. Et on est resté dans cette logique. Le président Alpha Condé, quand il est arrivé, il a pris des dispositions. Il y avait une cellule nationale maintenant qui est mise en place, composée de juges guinéens qui essayent. M. Dadis Camara a été écouté par commission rogatoire à Ouagadougou il n'y a pas longtemps. Et certains hauts gradés de l'armée ont été inculpés, même si d'autres demeurent en liberté. Donc, au niveau national, on attend de voir encore, on attend encore un peu de temps pour apprécier si la justice guinéenne a pu être en mesure de faire le travail ou non. Maintenant, en fonction des constats qu'on fera dans un avenir proche, la Cour pénale internationale pourrait décider de se substituer à cette justice-là ou de laisser la justice guinéenne continuer le travail. Oui, mais on a l'impression que c'est le statu quo, parce que même au vu du reportage qu'un de nos confrères de Droit Libre TV ont réalisé, même sur la situation des victimes de ce massacre du 28 septembre en Guinée, il n'y a pratiquement rien, c'est le silence total d'après les victimes. Oui. Donc, c'est-à-dire que la justice nationale ne fait pas son travail, elle semble oublier le dossier. C'est l'impression qu'on a. C'est normal qu'on ait cette impression parce que les procédures judiciaires sont souvent lentes, très lentes, mais les victimes attendent. Et l'attente est parfois longue, trop longue. Ouais. C'est normal. Voilà. Mais on va rester optimiste et vigilant par rapport à cette situation en Guinée. Voilà. Je souhaiterais qu'on intervienne sur un autre cas. Il s'agit du cas Issa Nabré. Oui. Issa Nabré, voilà, nous sommes en train d'assister à son jugement par une cour mise en place par l'Union africaine. Oui. Alors, mais ce sont des actes à saluer. C'est des actes à saluer, mais vous voyez comment la procédure se déroule. Vous voyez comment ça se fait. Et l'accusé refuse de parler. Il refuse de parler, il est là, il refuse de comparaître, on le force à comparaître. C'est très difficile. Et en même temps, on se pose des questions. En même temps qu'il a été dictateur et criminel notoire, en même temps, le droit international et les droits de l'homme lui reconnaît des droits fondamentaux qu'on doit respecter pour que son procès soit rendu et soit déroulé de façon équitable. Ben, on attend voir la suite
pour pouvoir conclure, pour pouvoir dire si c'est une bonne opportunité de justice ou une mauvaise. Oui. Mais en même temps, dans tous les cas, les victimes tchadiennes sont soulagées de voir leur bourreau, l'ordonnateur principal des massacres qu'elles ont subis, que leurs maris ou épouses ont subi, que leurs enfants ont subi sous le régime féroce d'Hissène Habré. Les victimes sont aujourd'hui soulagées. C'est un grand soulagement pour beaucoup d'associations de victimes de voir Hissène Habré aujourd'hui forcé à comparaître, à mener manu militari devant le juge, dans le cadre d'un procès que l'Union africaine a voulu mettre en place à travers les chambres extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises. Voilà. Mais comment expliquer même cette attitude de Hissène Habré? Est-ce qu'il ne parle pas parce qu'il ne reconnaît pas c'est-à-dire le pouvoir de cette cour? Comment Est-ce que devant la Cour pénale internationale, il aurait agi comme ça? C'est difficile de répondre, mais comment vous l'analysez? C'est ça. Bon, comme vous l'avez dit, je ne suis pas du conseil de défense d'Hissène Habré, mais je pense que ces avocats ont opté pour la rupture. La rupture, pour peut-être faire traîner les choses. Hissène Habré, c'est comme un bourreau qui veut se victimiser aujourd'hui. Hissène Habré estime que c'est une juridiction impérialiste et que cette cour n'avait aucune légitimité pour le juger et manque tout simplement de respect à ses victimes. Malheureusement, on doit aussi le respecter, même s'il ne respecte pas les victimes. Et la suite nous dira ce qu'il en est. Mais pour le moment, on constate que ça bute et que les choses ont du mal à avancer. Mais c'est quand même déjà un geste à saluer, le fait d'avoir mis en place cette cour pour juger peut-être, c'est vraiment un geste à saluer. Voilà. Et il faut également dire que dans votre livre, vous préconisez certaines solutions. Voilà. Quelles sont ces solutions? C'est-à-dire pour l'implantation même de cette cour en Afrique, vous avez fait des recommandations à l'endroit des juridictions africaines. Tout à fait. Quelles sont... Alors, j'ai fait 2 grandes propositions et une suggestion. La première grande proposition va à l'endroit des États d'Afrique qui critiquent à n'en point fini l'action de la Cour pénale internationale sur le continent. Si ces États se prennent au sérieux, si ces États travaillent pour que leur appareil judiciaire devienne véritablement indépendant dans des conditions démocratiques, dans des conditions respectueuses des droits de l'homme, s'ils donnent à leur appareil judiciaire les moyens pour que des procès équitables soient rendus par leurs juges nationaux, la Cour pénale internationale n'aurait plus grand-chose à chercher en Afrique. Ça, c'est la première proposition. Parce que la Cour pénale internationale a une compétence complémentaire. C'est-à-dire, elle vient compléter l'action des juridictions nationales. C'est que quand les juridictions nationales refusent de faire le travail, ou manquent de moyens pour faire le travail, ou sont incapables, en fait, ou manquent de volonté pour faire le travail, que la Cour pénale internationale est appelée à intervenir. À partir de ce moment, nous devons travailler à ce que nos juridictions d'Afrique puissent gagner en respectabilité, en crédibilité et en garantie d'indépendance dans les prises de décision, dans les procédures judiciaires qu'on peut mener s'il y a des crimes, s'il y a des raisons, des bases raisonnables de croire que des crimes graves ont été commis quelque part en Afrique. La deuxième proposition va à l'endroit de la Cour pénale internationale. Moi, je demande à la Cour pénale internationale de démocratiser ces poursuites, de saisir les opportunités qui s'offrent à elle, les moyens juridiques qui s'offrent à elle, pour aller au-delà de l'Afrique avec des décisions fortes qui prouvent que les accusations portées par une bonne partie des populations africaines ne sont pas fondées. Et que pour que le propos soit nuancé. Voilà. Il y a des crimes qui se commettent ailleurs, il y a des situations qui sont sous examen préliminaire. Il faudra avancer rapidement dans ces situations pour prendre des décisions concrètes afin qu'on puisse voir si c'est une cour qui s'africanise ou bien si c'est une cour qui se mondialise. La suggestion, c'est que cette cour est créée pour les victimes,
en fin de compte, c'est pour mettre fin à l'impunité, c'est pour donner un soulagement aux victimes. Mais il se fait que les victimes n'ont pas le droit de saisir cette Cour aujourd'hui en tant que telle, puisque ce sont les États. Il y a 3 organes de saisine de la Cour pénale internationale, les États, le Conseil de sécurité et l'autosaisine du procureur sur la base des informations recueillies par la société civile, les ONG, les médias et autres. Donc, il n'y a pas une place en tant que telle offerte aux victimes, aux vraies victimes elles-mêmes, de pouvoir saisir la justice de la Cour pénale internationale. Donc, moi, j'ai suggéré que le statut de la Cour pénale internationale soit revu afin de donner la possibilité, ou bien d'explorer la possibilité pour les victimes de pouvoir saisir cette juridiction-là, sous condition, puisqu'il faudra éviter quand même un déluge de saisines, ou bien des saisines fantaisistes. Si il y a par exemple l'épuisement des voies de recours internes, on peut autoriser, il faudrait que le statut puisse autoriser à l'avenir des associations des victimes ou de défense des droits de l'homme à pouvoir saisir au nom des victimes la Cour pénale internationale. Voilà, et vous disiez tantôt que peut-être on a l'impression, c'est l'impression qu'on a, si la Cour pénale internationale intervient en Afrique, c'est peut-être parce que nous n'avons pas des juridictions solides. Elles ne font pas leur travail, elles sont inféodées aux appareils de l'État. Voilà, ce sont des juridictions parfois corrompues, des juges parfois corrompus, qui manquent de moyens techniques, de moyens logistiques. Je ne sais pas, regardez un peu les budgets de nos États, combien en termes de taux, combien on affecte à la justice, par exemple. Interrogation. Comparer ce qui se fait ici, ce qui se fait ailleurs, et vous allez tirer les conclusions. Voilà. Il faut également dire que vous êtes chercheur, vous êtes chercheur au Centre international d'études et de recherche sur les conflits armés. Le Nord Mali, on a peut-être aussi la menace de la secte Boko Haram. Nous avons eu aussi écho de ce qui s'est passé au Burkina Faso. Si on vous demandait de faire une analyse un peu plus rapidement de la situation burkinabé, que diriez-vous? Déjà l'arrestation des putschistes, et puis est-ce que cela se faisait voir à... C'est une bonne chose que d'arrêter ces putschistes-là. Il faut faire en sorte que les gens cessent de croire qu'on peut accéder au pouvoir par les armes et non pas les urnes. Il faut faire en sorte que les gens comprennent qu'on ne peut plus se maintenir au pouvoir par les armes. Il faut dans tous les cas que les choses se fassent dans le respect scrupuleux des valeurs des droits de l'homme aujourd'hui. Voilà. Les conflits, ça naît un peu partout sur le continent africain. Est-ce que ce n'était pas bien de mettre en place un système d'alerte précoce? Ce système d'alerte précoce existe, mais on a l'impression qu'il n'est pas aussi efficace que ça. Il existe plusieurs systèmes d'alerte précoce, que ce soit au niveau régional ou international. Voilà. Mais le problème est de savoir qu'est-ce qu'on fait de ces organes d'alerte précoce. Et quel est l'écho au niveau de nos États pour écouter ces organes d'alerte précoce. Regardez ce qui se passe au Burundi, regardez ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Jusqu'à quand on va attirer l'attention des gens, des instigateurs de ces crises-là, que, allez, attention, ce que vous faites est grave, cela risque de dégénérer, ne le faites pas. Donc, les gens s'entêtent à continuer dans leur logique, une logique qui peut finir par des drames après. C'est difficile en Afrique, c'est très difficile. Mais moi, je suis optimiste. Je veux croire que ce qui s'est passé au Burkina va servir de leçon pour beaucoup de dirigeants africains. Même si, malheureusement, on voit qu'il y a pas, que les leçons ne sont pas tirées de façon immédiate avec ce qui se passe au Burundi et ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Voilà, je vous rappelle, mesdames et messieurs, que vous suivez l'émission Le Point et nous recevons ce soir pour le compte de ce numéro M. Issaka Dagnossi. Il est l'auteur du livre La Cour pénale internationale, l'épreuve de la répression en Afrique, des préjugés et réalités. Nous venons de découvrir entre autres ces préjugés et ces réalités. Et il faut quand même aussi attirer
l'attention de cette nouvelle génération hein, sur même l'existence de cette cour, hein, ces actions en Afrique. Parce que, comme vous l'avez dit, c'était vraiment important de le rappeler. Il y a eu tellement de préjugés sur cet instrument. C'est vrai. Voilà. Nous allons quand même toujours évoluer avec votre livre pour dire qu'il est disponible un peu partout. Il est disponible un peu partout, votre livre? Oui, sur les sites internet de vente de livres, et dans les grandes librairies des capitales africaines, et sur commande dans les grandes librairies universitaires du Togo, voilà. Du Bénin. Voilà. Et merci, c'était quand même un plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau. Et vous avez peut-être quelque chose à dire, à ajouter avant qu'on ne se sépare? Non, juste merci pour l'attention et l'invitation à votre émission Le Point. Voilà. Merci à vous également d'être placé sur ce plateau. Je rappelle que nous étions avec Issaka Dagnossi, chercheur au Centre international d'études et de recherche sur les conflits. Et il est également ex-point focal du CACIT à Lyon. Le CACIT qui est... le collectif des associations contre l'impunité au Togo. Oui, vous menez également des actions dans ce sens. Au Togo, sur la torture, on a eu quand même écho de cela. Mais qu'est-ce que vous faites concrètement avec le point focal du CACIT à Lyon? Alors, à Lyon, on essaye de relayer les efforts de plaidoyer du CACIT Lomé, au Togo, à l'étranger. J'ai occupé ce poste de 2012 à 2013, avant de partir, parce que j'ai trouvé une autre fonction qui était incompatible au cumul de cette responsabilité avec le CACIT. Voilà. Merci d'être passé sur ce plateau. Ce fut un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci également à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis à la maison. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour un tout nouveau numéro de votre émission Le Point. Au revoir.